Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker, de partager. Tu vas raconter une histoire, tu envoies ta demande ici en direct et tu vas pouvoir monter, nous raconter ton histoire. S'il te plaît, quand tu montes, évite de tirer de long en large, va droit au but, évite de mentionner le nom des gens. Tout ce qui peut faire t'identifier, évite de mentionner ça, ton nom, le nom de celui dont tu racontes l'histoire. Évitons. On donne pas le nom des bars, des restaurants, des hôtels, des entreprises en général. On peut carrément dire que, ok, c'est passé dans un bar à Bonamoussadi. Point. Il y a plusieurs bars là-bas. Donc, pas besoin d'entrer dans le détail que, voilà, le bar là, c'est la toiture le gars s'appelle Alex, et puis il y a le maçon qui vient. Non. Évitez trop de détails. Voilà. Je pense que c'est tout. On va commencer. Comment allez-vous? Je vais bien. Et vous, vous allez bien? Très bien, merci. Est-ce que vous l'écoutez? Je m'entends là parler là. C'est dû à quoi? Oui. Voilà. En tout cas, c'est moi, c'est parce que j'ai ouvert. Attends, je vais faire. Là, tu peux raconter. Oui, d'accord. Bon, moi je représente le Gabon là. Mais je suis en France. Donc, c'est mon histoire, hein. C'est mon histoire. Bon, je voulais d'abord raconter l'histoire de mon oncle décédé qui s'est marié, qui a eu des enfants, mais je vais revenir sur cette histoire un autre jour, parce que je n'ai pas le temps, demain je travaille. Donc, l'histoire est quoi? C'est un monsieur que j'ai rencontré dans Libreville. Un médecin, un grand médecin. Je tais le nom par discrétion. Bon, le monsieur me faisait la cour tout le temps. Je le croisais à chaque fois que je sortais du boulot quand j'étais à Libreville. Je sortais du boulot, je le croisais à chaque fois. Et il me faisait la cour, mais je ne faisais pas tort. Enfin, je cédais pas, je le zappais, quoi. Et il insistait. Après, un jour, on s'est dit, bon, je me suis dit, bon, on peut t'inviter, tu vas écouter la personne, mais c'est ce qui est derrière qu'on refuse. D'accord? C'est comme ça que j'accepte l'invitation. Il m'invite à aller dîner quelque part et tout. Et quand on arrive dans le restaurant où on était, il y avait des francs-maçons, il y avait des rosicruciens, il y avait plein de monde habillé en blanc. Lui aussi, il était en blanc. Et puis, d'un coup, toutes les personnes qui sont là commencent à le saluer. Tous les gens de la secte là commencent à le saluer. Il me dit, ah tiens, ça c'est les rosicruciens. C'est une secte, c'est une loge ici au pays et tout. Chaque personne venait le saluer. Chaque personne. J'ai dit, mais apparemment, tu as l'air de connaître tout ce monde. Il dit, oui, je connais tout ce monde parce que tu me connais. Je dis, oui, je connais parce que vous êtes un grand médecin et tout. Et puis, ça m'a j'ai un peu tiqué. Je me suis dit, mais comment ça se fait que tu connais toutes les personnes d'une confrérie qui sont venues, qui ont réservé dans le restaurant pour venir dîner? Ça m'a fait tiquer, mais bon, je suis restée quand même un peu sur la réserve. Et puis, moi, je ne connaissais pas chez lui. Il me déposait chez moi. Et moi, j'habitais dans la concession familiale. Donc, ma mère, elle avait son côté, moi aussi, j'avais mon côté et tout. Et il venait là tout le temps. Quand il sort de son boulot, moi, si je suis sortie avant que je suis rentrée, il venait là. Mais quand il croise ma mère, il avait toujours genre un chapeau, on appelle le chapeau là, sombrero, comme ça là, tout noir. Quand il croise ma mère, il baisse la tête, il fait vraiment rentrer la tête sous le chapeau. Fallait pas que ma mère voie son visage. Et il saluait maman, il faisait oui, bonjour maman. Il saluait, mais il baissait la tête. Moi, je n'avais pas remarqué ça, mais ma mère avait remarqué ça. Ma mère, elle a un sixième sens. Et puis, elle a tiré mon attention, elle me dit, mais le monsieur là, tu sais où il habite? Non, je sais pas où il habite, mais et comme il voulait quand même savoir où moi j'habite et tout. Moi, je l'ai emmené ici. Je suis pas une bandite, donc voilà. On sait jamais, ça peut être une relation qui peut aboutir à quelque chose, on sait pas. Il me dit, mais il est bizarre parce qu'à chaque fois qu'il me salue, il vient seulement le soir, il vient pas la journée. À chaque fois qu'il me salue, il a la tête baissée, il veut pas que je voie son visage. C'est bizarre. J'ai dit non, tu dois le connaître, je montre la photo et tout. Oui, elle me dit oui, son visage me dit quelque chose, mais
C'est son attitude là, de baisser la tête à chaque fois là, qui est bizarre. Et puis, moi, il venait à la maison, il venait tout le temps. Quand il dit, tiens, je sors du boulot, je viens là-bas, fais-moi un truc, je vais manger chez toi et tout, tout, tout. Puis un jour, moi, je lui dis aussi qu'écoute, ça fait un moment, tu viens, à chaque fois, c'est toi qui viens chez moi. Il faut que moi, je aussi connaître là où tu habites. Il me dit, oui, je suis divorcée, tout ça, tout ça. Je vis seule dans une maison là-bas dans les quartiers huppés de Libreville. J'ai dit, ah bon, il me dit oui. Alors, il me dit, j'ai dit, bon, moi, aujourd'hui, là, il faut que tu me dises, tu me donnes un rendez-vous pour que j'aille connaître là où tu habites, parce que c'est bizarre. Et puis, c'est comme ça qu'il me dit, bon, écoute, je viens te chercher vendredi soir après le travail. Moi, le vendredi soir, quand il vient, il change d'avis. J'ai dit, non, mais tu vas pas changer d'avis, c'est aujourd'hui, il faut que j'aille connaître là où tu habites. Il me dit, bon, moi, dans la voiture. Mais quand je pars, je ne prends pas grand-chose, parce que c'est un aller-retour. Juste aller connaître la maison et revenir à la maison. Mais j'ai pris sur moi un petit sac, ma pièce d'identité et une torche. Je sais pas pourquoi j'ai pris la torche, mais j'ai pris la torche. Et puis on est parti. On a commencé à rouler, à rouler. On arrive à... Parce qu'on là, on allait maintenant dans le nord de Libreville. On arrive à un quartier qu'on appelle Charbonnage. Les Gabonais connaissent. Charbonnage, il commence à me poser des questions. Il me dit, mais t'as déjà réfléchi à la manière dont tu veux mourir? J'ai dit que tu veux me tuer. Ça, c'est quelle question? Il me dit, non, c'est une blague. En fait, c'est juste pour savoir. C'est quoi quelle est la mort qui, selon toi, te conviendrait le plus? Je dis, mais tu as des drôles de questions, mais c'est quoi ce genre de questions? Il me dit, non, c'est juste pour savoir et tout. Moi, par exemple, lui, il prend son exemple. Hein, il me dit, moi, par exemple, si je veux mourir, je veux mourir sans souffrir, vraiment dans mon sommeil et tout, et tout, et tout. J'ai dit, en tout cas, si tu m'emmènes là, si tu as l'intention d'aller me tuer, sache que moi, là, mon sang est assis. Tu ne peux pas. Il me dit, oh, arrête, mais tu me verses en disant ça, je suis en train de blaguer. Je dis, mais pourquoi une conversation comme ça? Il est 20 heures passées, une conversation comme ça la nuit, je suis en train d'aller connaître chez toi où je n'ai jamais été. Il me dit, non, c'est juste comme ça et tout. On arrive à Kanda. À Kanda, là, c'est un grand quartier du nord de Libreville, quartier bon, pas des riches, hein, Libreville, c'est Libreville. T'as ta belle maison, mais si tu habites au sud ou au nord, peu importe. Voilà. Et donc, on arrive à Kanda. Sauf qu'après, à Kanda, il y a une forêt là-bas, un peu plus loin, on appelle le Cap, qui longe un peu vers la mer et tout et tout. On rentre, il me dit, non, j'habite à Kanda. Je dis, bon, on rentre à Kanda. On dépasse à Kanda. On roule. On dépasse les stades, on dépasse les trucs. Je dis, attends. Mais depuis on a dépassé à Kanda, on ne fait que rouler. Il n'y a même plus la lumière derrière. Ta maison est où? Oh, ma maison, c'est devant. On rentre maintenant là. Il rentre une petite piste. La piste là, je vois la lumière devant, plein de lumière devant. Mais je me dis, bon, c'est peut-être la route qui est mauvaise, on va y arriver. On commence à rouler sur la piste là. On roule sur la piste, on arrive. À un moment, on dépasse les lumières là. Je dis, papa, tu m'emmènes où? Il me dit, non, je t'emmène chez moi. Tu voulais connaître le monsieur là, qui était gentil avec moi sur tout le chemin, qui était toujours sympa. Oui, tu sors du boulot à quelle heure? Tiens, je viens te chercher. Oh oui, on va faire ceci. Oui, je t'emmène voir ma famille. Il m'a présenté même à ses proches et tout ça, tout ça. Le monsieur avait changé de visage. Les yeux étaient devenus bizarres rouges. Moi, j'ai commencé à trembler. J'ai dit, mon papa, tu as quel problème? Tu m'amènes où? Moi, je veux seulement connaître ta maison. Ça fait un moment que je te fréquente. Bon, ça faisait quand même 6 mois, hein, je vous dis, hein. C'est un truc de 6 mois. Donc, je me dis, je veux seulement aller connaître ta maison. Tu m'emmènes, on a dépassé les maisons, on a dépassé les lumières. Là, on est maintenant dans la forêt. Tu m'emmènes où? Il dit, non, ma maison est là-bas devant. Et je me suis souvenu que dans l'une de ses blagues, avant de me prendre la route pour aller chez lui, il me disait, je suis un serpent à 2 têtes. Je ne me lave pas n'importe comment. Parce que je peux me transformer. Et si je me transforme, est-ce que tu peux? Je dis, serpent à 2 têtes. Bon, il disait qu'il blaguait. Je dis, entends, peut-être il me disait même les vérités, moi je ne savais pas. Je dis, serpent à 2 têtes, tu ne peux pas te transformer en ma présence. Parce que moi j'ai le feu dans moi. Tu vois, tu ne vas pas te transformer. Donc il disait ça, mais moi si je répondais comme ça, mais des blagues, mais je réponds aussi parce qu'il y a des blagues, les vérités qui se disent pas des blagues. Mais j'avais zappé ça, c'est quand on arrive vraiment sur la piste de la forêt là, que je commence à penser au serpent à 2 têtes. Oh! J'ai dit, mais le monsieur est en train de m'amener pour aller me tuer là, c'est fini là. J'ai commencé à prier. Et je me suis souvenu que mon grand-père m'a toujours donné des prières.
Mais des prières, pas des prières chrétiennes, hein, des prières, des invocations des esprits anti-accident, anti-sacrifice, des esprits. Me dit ça, ce sont des esprits que les gens ne connaissent pas. Mon grand-père, c'était un guérisseur et tout. Donc, parfois, il faisait des trucs aux gens et tout. Il dit, ça là, quand tu es en danger, tu cites les trucs là, tu vas voir. Et, je citais les trucs, mais je citais aussi la Bible, je citais Dieu, j'ai mélangé tout. Je dis, Seigneur Jésus, papa, pardonne-moi, je ne sais pas ce qui m'a amené ici. Je demande pardon, je ne sais pas, oh Seigneur, si c'est mon dernier jour. Je te demande pardon, mais accueille mon âme dans ton royaume. Je ne sais pas, c'est l'ignorance. J'ai commencé à prier. Tout ce que je disais là, le monsieur était seulement calme. Il ne me répondait plus. Il était devenu bizarre. J'ai dit, mais la dernière fois, quand j'ai parlé, quand il ouvre la bouche, c'est quand j'ai parlé la dernière fois du serpent à deux têtes. Tu as dit que je ne pouvais pas me transformer devant toi, non. Tu vas vivre ça aujourd'hui. Parce que je t'ai dragué. Moi, tu m'as un homme comme moi. Tu me fais tourner. J'ai tourné derrière toi comme un chien pour te draguer. Que tu as quoi? Tu es qui? Tu n'es même pas belle. J'ai dit, Seigneur, mon frère, c'était chaud. Je tremblais, j'ai pissé sur moi. Je ne sais même pas. Je n'étais plus là. J'ai cité seulement les trucs. Je parlais, je ne sais plus. On arrivait dans un endroit. Il n'y a pas de lumière. Une forêt, j'entends seulement le bruit des animaux. J'entends quand même le bruit de l'eau qui coule. Tu sais, quand on a une forêt et qu'il y a la rivière, tu entends le bruit de la rivière. J'ai dit, ça y est, c'est fini. Il est venu se transformer ici. Il va me tuer seulement. Seigneur, je ne sais pas. J'ai commencé, les mots, j'ai même les mots. Là, je revis seulement la scène comme j'ai vécu la scène. Je ne parlais plus, j'ai tremblé, j'ai dit, mon Dieu, c'est comme ça que les filles meurent à Libreville. C'est comme ça la curiosité, oh, oui, j'ai trouvé quelqu'un qui va m'honorer, oh, qui va m'épouser, oh. Donc, c'est comme ça, là. Il est descendu de la voiture. Quand il descend de la voiture, il bloque d'abord la portière de l'Est. Je dis, Seigneur, j'ouvre la portière, je fuis par où? Je ne connais même pas. Mais dans mon petit sac, j'avais la torche. Vous avez dit qu'au début, j'ai dit que j'avais la torche sur moi. J'ai sorti la torche là. J'ai commencé à regarder partout. Mais je regardais, mais il n'y avait que les arbres, il n'y avait rien. Son visage avait changé, c'était plus le même monsieur. Je ne sais plus. Et puis, il a ouvert la porte, il dit, descends. Je dis, descends, il m'a poussé, il m'a tiré, il m'a violenté, mais d'une manière. Et puis, la maison, une maison inachevée. Il a seulement poussé un pied comme ça, là. Le contreplaqué est quitté, il n'y avait pas de fenêtre, pas de lumière, rien. J'ai dit, Dieu, la main sur la tête, je ne tenais plus debout, je tremblais seulement. Je dis, Seigneur, il a amené les gens ici, il y a les couteaux, il y a les trucs, il va me démembrer, il va enlever mes organes, mais qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, il me dit, arrête la torche. J'ai dit, je n'arrête pas la torche. Je dis, tu sais, moi je viens d'une famille. Tu ne connais pas mon père, tu ne connais pas ma mère. Mon père est décédé, mais je te dis aujourd'hui là que tout ce que tu vas faire. Mais j'ai pris de l'assurance. Je sais que c'est le fait de l'avoir confronté comme ça là qui m'a quand même sauvé. J'ai pris de l'assurance. J'ai dit, tout ce que tu vas faire sur moi ce soir là, toute invocation, toutes les paroles, toutes les incantations, tout ce que tu vas vouloir faire sur moi là, l'instant, la nuit là, je te dis que le lever du jour ne va pas aussi te trouver. Si tu es venu ici pour me sacrifier, je sais ça. Mais tu vas me sacrifier, mais je te dis que tu ne vas pas vivre. Fais ce que tu as fait, je te laisse mon corps. Il m'a mutilé, il a balancé là-bas, déchiré les habits, machin. J'avais toujours ma torche. Ma torche était dans ma main comme un couteau. Mais c'était une petite torche. Donc j'avais ça sur son visage, j'attendais seulement le transformement là. À un moment, il a plié ses deux coups de poing, il a mis ça sur le front. J'ai dit que Seigneur, la torche était toujours braquée sur lui. Il dit arrête la torche. J'ai dit arrête la torche, il m'a violenté, j'étais au sol. La torche était toujours dans ma main comme un flambeau, comme un bouclier. Et à un moment, il m'a violenté. Après, il m'a tiré, il m'a dit allez, remonte dans la voiture. En fait, ça a duré quand même, hein. C'était pas un truc de 2 minutes, hein. C'est un truc qui est parti quand même de minuit. Le temps qu'on arrive, on est arrivé là. On est arrivé dans les coups de minuit jusqu'à 3h, 4h du matin. Il m'a tiré, il m'a remis dans la voiture. Il est revenu me jeter à Kanda. À Kanda, près de la route, là où je pouvais avoir une voiture pour rentrer chez moi.
Je suis montée dans un taxi. J'arrêtais un taxi, je tremblais. Je ne tenais plus debout. Et quand il m'a jeté, il m'a dit, tu as la chance, je ne sais pas qui tu es. Mais je n'arrivais pas à me transformer. Mais si je m'étais transformée, même si je te tuais, je n'allais pas vivre. Les paroles que tu as sorties de ta bouche là, ce sont des trucs que tu vis toi-même. Je tremblais, m'a jeté, j'ai pris le taxi. Le taximan même était dépassé, j'étais les habits déchirés, je sentais les urines, j'étais bizarre. Le taximan, madame, vous allez où c'est? Je dis, je vais au Vendo. Quel quartier? Même le quartier, même pour dire le quartier, j'ai dit, quand on va arriver, quand je suis arrivée à la maison, c'était dans les coups de 5h, 6h comme ça là. La vieille était là, la vieille dit que, oh, mais tu es sorti, tu as fait comme quelqu'un qui partait juste accompagner le monsieur là. Je dis, maman, où tu me vois là? La vieille, comme dans une concession, ma mère a fait un forage dans le puits. Elle est partie, elle a pris l'eau du puits. Elle m'a versé ça, je tremblais. Elle m'a attrapé, elle a prié sur moi, Elle m'a dit, j'ai dit que le monsieur là, il avait une intention depuis la première fois que je l'ai vu. À chaque fois que je le voyais, il baissait la tête quand il me voyait. Il avait des intentions. J'ai commencé à prier sur toi. Je ne sais pas c'est quoi. Mon frère. Quand je suis rentrée là, j'ai toujours été une croyante, hein. J'ai toujours été, comme dans mon dernier live la dernière fois, j'ai toujours été une croyante, mais j'étais le croyante du dimanche. Genre, les croyantes de Pâques, de Pentecôte, ou bien de Noël. C'est là où je pars à l'église. Mais après ça, j'ai consacré. C'est-à-dire que tu peux être chrétienne sans être consacrée. Tu peux être convertie sans être sauvée. Après ça, Dieu m'a prouvé sa fidélité encore sur ma vie. Après l'épisode du blanc que j'ai connu, qui voulait aussi me sacrifier, il y a eu ce monsieur-là. Après ça, j'ai consacré ma vie à Dieu. J'ai dit à Dieu que prends tout, c'est fini. Je ne prononce même plus le mot mariage. Je dis à Dieu que si je me marie un jour, gloire à Dieu. Mais sinon, les histoires des gens qui rentrent dans ma vie là, sont seulement des sorciers. Le blanc que j'ai connu là, c'était un sorcier. Lui aussi, c'était pareil. Voilà le monsieur qui venait se positionner aussi pour m'épouser. Lui aussi, pareil. Ma mère même dit que, mais attends, mais qu'est-ce que tu as su toi? C'est moi, les gens comme ça qui te draguent. Je dis, je ne sais pas. Mais en fait, c'est parce qu'ils voient en moi quelque chose qu'ils veulent prendre, mais qu'ils n'arrivent pas à prendre. Je vais faire aussi un peu le lien avec parce que j'ai un enfant, avec un peu le père de ma fille, mais je ne vais pas rentrer sur ça parce que c'est quelqu'un de connu aussi, donc je ne vais pas rentrer dans ça. Hein? Mais ce jour-là, j'ai dit que la façon que je suis rentrée chez moi, j'ai dit jusqu'aujourd'hui. Mais vous savez, même quand je suis rentrée chez moi, j'ai fait une semaine comme ça là. J'ai pris mon téléphone, j'ai rappelé le monsieur là. J'ai dit que je vais te voir la journée. Est-ce que je peux te voir? Il est venu. Il est venu me trouver quelque part de mon lieu de travail. Il dit, papa, je t'ai connu là, on a parlé. C'est ce que vous faites dans Libreville, aux filles. Il dit, tu es venu pour parler de ça? Tu as quelle preuve? Tu n'as aucune preuve. Je voulais le voir la journée, parce que je le voyais que la nuit. En fait, il me draguait, mais c'était genre sorti du boulot, tu vois, 18h. Bon, 18h là, il fait déjà un peu, tu vois. Mais c'était pas vraiment midi, des trucs comme ça, mais j'ai réalisé. Mais je le vois, hein, des fois, quand on monte un peu les informations, un peu au pays là-bas, je regarde, je dis, ah, tout ça pour dire quoi, la morale, que nous là, on est tellement, tu sais, quand tu te fixes des objectifs, quand tu es ambitieuse, tu tiens tellement à une vie, tu te fixes, enfin, tu veux tellement réussir que tu places la barre haute. Mais attention quand tu places la barre haute, parce que tu peux tomber sur tout et n'importe quoi. Donne-toi plutôt de la valeur sur ce que tu sais faire, sur ce que tu as appris. Et quand tu vas te valoriser toi-même, tu vas trouver des gens à ta juste valeur. En fait, c'est le message que je voulais faire passer, que faut pas trop suivre les hommes qui ont l'argent, qui sont machin. Moi, j'ai un enfant avec un monsieur, j'ai tourné le dos au monsieur là. C'est une autorité, bien. Mais j'ai pas compris un moment, fais-moi un enfant, il insiste. Après un moment, quand je tombe enceinte, il fait, c'est moi qui décide à quel moment tu tombes enceinte, c'est pas toi qui décides. Je dis, oh, mais c'est quoi, c'est une affaire c'est toi Dieu.
C'est une affaire, tu veux les enfants et puis à la dernière minute, tu changes la vie et tu commences à dire, oui, c'est moi qui... Tu quoi? Tu fais des sacrifices, tu fais des trucs, des incantations quand tu enceintes les gens. Bon, comme c'est comme ça, papa, prends tes responsabilités. Moi, j'ai pris mes responsabilités aussi. Mais j'ai relié un peu tout ça. Je me suis dit que, mais en fait, c'est ce truc-là, quoi. Qu'il y a quelque chose. C'est comme dans les églises. J'arrive dans une église, tu vas voir l'homme de Dieu. Si c'est pas un vrai homme de Dieu, il va commencer à dire, toi, je viens d'arriver dans l'église, il commence à me donner un poste. Il commence à, oh, tu dois être avec moi. Je priais même dans une église où l'homme de Dieu, quand il faut brûler les fétiches, c'est moi qui donne l'allumette et puis le gasoil ou bien le pétrole pour brûler les fétiches. Ah non, c'est toi. C'est toi qui brûles, c'est toi qui dois brûler. Je dis, mais pourquoi c'est moi qui brûle? Mais il dit, parce que la force qui est en toi, tu ne sais pas. Tu as une force de porter des choses là. L'homme de Dieu, un homme de Dieu qui impose les mains aux gens, c'est moi qui brûlais les fétiches. Les fétiches que les gens ramenaient pour venir se confesser, tout ça. C'est moi qui donnais le pétrole et puis l'allumette pour aller brûler. Mais ça ne me disait rien en fait. Je les appelle ça. Tu vois un peu. Bon, c'était un peu... De ton oncle là, revenant là, tu vas raconter ça quand? Non, je travaille tout à l'heure, tu sais. Si je rentre dans ça, si c'est moi l'histoire de mon oncle là, moi j'ai pas vu les enfants qu'il a eu. Donc comme j'ai pas vu les enfants, mes tantes sont pas allées chercher les enfants qu'il a eu. Du coup, moi je suis restée sceptique quoi. Mais la façon que l'affaire s'est déroulée, c'était bizarre, c'était bizarre. Et la personne qui vient demander mon oncle en question là, c'est quelqu'un qui était aussi décédé. Qui vient, non, j'ai rendez-vous avec ton oncle, mais j'ai rendez-vous avec votre frère. Ma tante est là. Mais tu nous racontes des fois l'histoire, que donnerait les détails comme ça là. Bon, je vous raconte l'histoire. D'accord. Mais je m'entends parler, ça fait bizarre. Non, c'est pas que mon micro était ouvert, je viens de fermer le micro. Ok. En fait, c'est l'histoire du frère de ma mère. Ma mère, elle a eu qu'un seul frère. Ils étaient 7. Et lui, il est le seul garçon. Et dans leur famille, il y a les histoires de tu es chef. Il y a une histoire de chef de village. Et puis leurs histoires de chef de village, c'est pas les chefs de village d'à deux balles. C'est les chefs de village que bon, tout le village te vénère, tu es patron. Et il y a une descendance qui prend à chaque fois la place, le trône là. C'est un tabouret, un truc à 2 balles. Laisse tomber. Excusez-moi. Donc du coup, lui, il voulait la place là, mais c'est une place qui lui revenait, hein. C'est une place qui lui revenait parce que après la personne qui est décédée, qui était là, c'était lui qui devait prendre. Nous, on ne voulait pas lui donner parce qu'on disait que il n'avait pas une certaine notoriété, il n'était pas riche. Les gens qui ont été sur ce fauteuil chef là, ils ont fait des études, c'est des gens qui étaient riches. À la fin de leur vie, ils viennent, ils prennent le trône et puis ils sont là, ils sont chefs du village, ils gèrent le village. Quand il y a un problème dans le village, c'est chez eux qu'on va. Donc lui, il voulait la place là. Mais comme il avait une réputation un peu de vagabond, genre, on l'a un peu gaspillé, mon oncle là. C'était pas un fou, hein, mais c'était quelqu'un, malgré les études, malgré tout ce qu'il a fait, il ne faisait rien. Ou il faisait quoi, je sais même plus ce qu'il faisait. Il était militaire, voilà, militaire. Il était militaire. Mais militaire là même, tu vois, il y a les gens de militaire, même tu as l'impression qu'on l'a dépouillé de toutes les grâces, de tout, en fait. Et il voulait la place là. Et pour avoir la place là, avec son ami, ils sont partis tous les deux. Ils ont volé la chaise du chef du village là. Ils ont emmené la chaise du chef du village là au cimetière pour aller faire les incantations la nuit, pour dire que le trône lui revient, on a donné à quelqu'un d'autre. Donc il faut que la personne qui va s'asseoir sur le fauteuil là. Donc il a invoqué tous les esprits du cimetière là. Ils ont dormi avec son ami, ils ont dormi dans le cimetière. Ils ont bu, ils ont fait des trucs la nuit, machin, jusqu'au matin. Et quand ils sortent, ils sont partis de redéposer la chaise où ils ont pris la chaise, ils ont redéposé la chaise. Et le matin, en allant déposer la chaise, il reçoit comme un fouet, comme quelqu'un qui l'a fouetté. En tout cas, on l'a fouetté tellement que il est tombé malade. Mon oncle, mon propre oncle, il est tombé malade en sortant du cimetière le matin. Parce qu'ils sont sortis, je crois, je sais pas l'heure, mais moi, quand j'entends l'histoire que mes tantes me racontent, je vois que c'est dans des histoires de 5h, 6h du matin. Et il a été fouetté par quelque chose, mais pas son ami, lui seulement. Fouetté par quelque chose, sérieusement, avec une chicotte tout. Et quand il rentre,
Il a la fièvre. Il commence à dire, j'ai la fièvre, je ne me sens pas bien, je ne me sens pas bien. Et il tombe malade. Au bout de 3 jours, il décède. Comme si son ami là aussi voulait la place, comme si son ami était allé le vendre aux esprits des morts, je ne sais pas. Et puis il décède, on l'enterre. Quand il décède, on l'enterre. Il y a un couloir qui longe le mur, en fait, entre la barrière, la maison de mon grand-père et les voisins. Il y a un pivot, là, on appelle ça chez nous les pivots. Une petite piste qui emmène genre à l'autre rue derrière, mais c'est vraiment une petite piste pour rejoindre les rues qui sont derrière. Les gens passent par là la nuit. Même la journée, même si tu passes là, tu sais que il faut être fort, quoi, pour passer là. Parce qu'après, il y a un peu le cimetière, un peu devant. Et son ami là, qui l'avait accompagné, faire l'incantation, le rituel la nuit, lui, mon oncle est déjà décédé, on l'a déjà enterré. Son ami là aussi, dans le couloir là, il reçoit un fouet, un coup de pied, quelqu'un lui fout un balayage, je ne sais pas comment on dit un balayage, genre une cale dans le pied, il tombe et il se cogne la tête. C'est lui maintenant, avant de mourir, c'est lui qui fait les confessions, qui parle de ce que mon oncle a vécu et de ce que lui il a vécu dans le couloir, que la personne qui l'a fait du mal dans le couloir, c'était mon oncle, parce qu'à la fin, il a vu le visage quand il tombait. Des histoires bizarres. Et c'est resté comme ça. Les deux sont morts, on les a enterrés, le village, et c'est quelqu'un d'autre qui est resté, le chef de ce village-là, et tout. Bref. 10 ans plus tard, moi je pars en vacances. Je suis là, en plein midi, il y a un monsieur qui débarque. Oui, bonjour. On dit bonjour. Il dit, il donne son nom, il décrit son identité et tout. Après, il dit, je suis venu, je dois retrouver Félicien, un monsieur que nous, on ne connaissait pas, on n'avait jamais vu. Moi, en tout cas, moi, je ne l'avais jamais vu. Mais j'avais une tante, parce que mon grand-père, il a fait beaucoup d'enfants. Donc, il a les enfants de sa deuxième femme. Il y a une qui le connaissait. Il dit non, bonjour et tout. Je m'appelle Félicien, en plein midi, le soleil en plein zénith. C'est là où il débarque. Il dit, je m'appelle, il donne son nom, c'est Antoine, quelque chose comme ça. Il dit, je cherche Félicien. Félicien et moi, on était là, genre, je prends un peu la ville comme le Cameroun, hein. On était au Cameroun, on est au Cameroun là-bas, on est des voisins. Il habite en face de chez moi, on travaille ensemble. On est des vigiles. Et il est venu avec sa femme et ses enfants. Moi aussi, je suis venue avec ma femme et ses enfants. On s'est vu hier et on s'est donné rendez-vous ici. On devait se croiser ici avant de reprendre le chemin pour repartir au Cameroun parce qu'on reprend le boulot lundi. Ma tante le regarde, moi aussi. Je sais pas, moi, je connais pas trop les histoires comme ça. En fait, ma tante le regarde. Tout le monde. En fait, toutes mes tantes étaient là, sauf ma mère. Hein. Mes tantes le regardent. Mais lui là, il sort loup. On dit mais il dit non. Mais pourquoi vous me regardez comme si j'étais un revenant comme ça, un machin. On dit que mais tu cherches quel Félicien? Félicien que tu cherches là est comment? Il dit non, Félicien et tout. Son nom, il donne le nom de famille, tout. Ah, Félicien, le nom que tu sais là, c'est le nom de notre frère. Oh. Tu le connais? Il dit oui, je connais. C'est mon meilleur ami. On est venus ensemble du Cameroun, on est venus avec nos femmes et nos enfants. Et on s'est dit qu'on allait se trouver ici aujourd'hui. Et après, on reprend le chemin pour repartir au Cameroun parce qu'on reprend le boulot. Ah. Moi, j'ai dit que monsieur rentré. J'avais un petit téléphone à l'époque. Là, j'ai commencé à le filmer. Il me dit non, ne me filme pas. Je n'aime pas qu'on me prenne en photo. J'ai dit, mon frère, c'est la partie du film que moi j'aime là. Tu ne veux pas qu'on te filme comment? Moi, je vais te filmer. Ton visage est bizarre. Donc, il faut que je te filme. Il dit non. Il met le mouchoir au visage. Il baisse la tête. Il veut pas que je le filme. Ah! Et puis, ma tante dit que viens t'asseoir. Monsieur, asseyez-vous. Ma tante le fait asseoir. Ma tante lui donne l'eau. Il dit, bois pas l'eau. L'eau est bien glacée. Il dit, bois pas l'eau. Oh, monsieur, vous ne buvez pas l'eau. Il dit, non, bois pas l'eau. Une de mes tantes se lève. Elle dit, bon, elle va prendre la photo de Félicien pour venir lui montrer. Peut-être qu'il se trompe. On prend la photo de Félicien, on vient lui montrer. Il dit oui, oh, mais je vous dis que c'est mon ami, on est toujours ensemble, on fait tous nos cas ensemble, on s'est mariés ensemble, on a eu des enfants, il a 2 enfants, moi j'ai 2 enfants, on est venu en week-end, mais on avait dit qu'on devait se croiser ici parce qu'on s'est séparés, comment on appelle, au croisement qui est devant. Et lui il est parti, il est venu ici,
Et moi, je suis partie chez mes parents. Et donc, je suis venue le retrouver ici puisqu'il m'a montré la maison. Ah! Ma tante dit, tu vois la photo là, non? C'est mon frère unique. Le seul enfant que notre maman, le seul garçon que notre maman a eu. Ça fait 10 ans qu'il est décédé. Il est décédé de façon mystérieuse. On l'a enterré aussi comme ça. Toi, tu viens aujourd'hui là, tu viens dire que tu le cherches comment? Et puis tu dis carrément que vous êtes venu du Cameroun, vous vous êtes croisés, vous vous êtes séparés là, au croisement de chemin là. Toi, tu es parti chez tes parents et lui, il est venu ici avec sa femme et ses enfants. Oh oui, il est venu, moi j'ai bien vu comment il a pris le chemin, il est rentré ici avec sa femme et ses enfants, dans le portail là. C'est pour ça que moi je suis venu le retrouver ici. Ma tante dit, mais oh, mais il est décédé, ça fait 10 ans qu'il est décédé. Il était militaire. Il dit oui, il était militaire avant de venir au Cameroun. C'est pour ça que nous, on est vigile parce que bon, là-bas, on peut pas, tu peux pas aller prendre, servir, être militaire dans un autre pays, donc tu es obligé de faire une autre fonction parce qu'il voulait plus être militaire. Ça fait 10 ans on est amis. Ah bon, il dit oui. Maman dit que non, il est décédé. Il dit décédé comment? On peut pas me dire ça. Moi, c'est mon meilleur ami, on mange ensemble, on sort ensemble. On passe les nuits dehors, parfois on sort et tout ça. Il a 2 enfants, il donne les noms des enfants, il donne le nom de la femme. Oh! On dit, c'est pas de la sorcellerie, ça. En plein midi, toute la cour est sortie. Les gens sont sortis, mais moi, je le filme. Oh. Mon téléphone était sur lui. Non, ne me filme pas. Il avait la tête courbée comme ça. Non, la tête inclinée. Ne me filme pas et tout. Et puis, à un moment, il a commencé à pleurer. Il pleurait à chaud de larmes. J'ai dit, mais c'est pas les histoires des gens. Et c'était tellement bizarre, mais la façon qu'il a reconnu aussi la photo pour dire oui, mais c'est mon meilleur ami, on groove ensemble, on fait tout ensemble, il a 2 enfants, on est venu de la ville où on vit là, on est venu avec nos femmes et nos enfants. Moi j'ai une femme et des enfants, j'ai emmené ma femme et mes enfants chez mes parents, et lui aussi, il est rentré dans cette concession. Donc vous pouvez pas me dire qu'il est décédé. Il a pleuré, on l'a laissé pleurer, oh, il a pleuré, il était assis, il a pas bu, il a même pas touché la bouteille d'eau. Puis s'est levé. Ma tante aussi a dit, mes 2 tantes, elles ont commencé à dire, bon, comme il se lève pour partir, là, nous, on va le suivre. Elle a suivi. Il a commencé à dire, oh non, on va le suivre parce que peut-être que notre frère est devant là-bas, il a laissé les enfants devant au carrefour, on va le suivre pour savoir où lui aussi il habite. On va le suivre. Ma tante l'a suivi. Il a commencé à dire à ma tante qu'elle ne me suivait pas retourner chez vous. Mon tante a dit non. Ma tante a dit non, mais non, nous tu es venu nous bouleverser. Tu es venu bouleverser nos vies en plein midi comme ça. Nous aussi, on veut savoir d'où tu viens. Donc, on va t'accompagner chez tes parents aussi pour aller savoir qui tu es aussi. Il dit non, je ne me suivais pas. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait un pivot, non, la piste là. Donc, il y a un peu le cimetière devant là-bas. Ma tante a dit que, à un moment donné. Il faut parler, on n'écoute pas bien quand tu ris comme ça. Non, je ris parce que c'était tellement drôle la partie où elle a suivi, tu vois. Mes tantes l'ont suivi parce qu'elle dit, mais attends. Elle dit, mais non, moi je veux savoir parce que vous êtes venus bouleverser nos vies là. Ça, c'est quelqu'un qui est décédé depuis 10 ans. Nous, on a même déjà oublié cette histoire-là. Et toi, tu viens aujourd'hui là. Nous aussi, maintenant, on va aller savoir parce que tu n'habites pas loin. On va aller savoir où tu habites. Et peut-être on va croiser notre frère. Peut-être qu'il a, je ne sais pas. Ça, c'est quelle histoire? Et ma tante a commencé. Il y a une qui a fait des métaux. L'autre a commencé à dire non, moi, elle aime les histoires des sorciers. Donc, elle a commencé à le suivre. Arrivé à un moment, il y a aussi un pivot à côté du cimetière là-bas. C'est le pivot là qu'il voulait prendre. Ma tante a dit, comme c'est le pivot du cimetière que tu veux prendre là, moi, je ne veux pas te suivre dans le pivot du cimetière parce que tu es bizarre. Et j'ai la deuxième femme de mon grand-père, elle a une fille qui est jumelle. Elle a une fille qui est jumelle. La jumelle a reconnu, elle dit, mais le monsieur là, je le connais. Mais ça fait longtemps que... Moi, j'aime bien me balader dans le quartier, mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Je veux aussi aller savoir d'où il... je vais aussi aller savoir... je veux aussi aller chercher sa maison. Je sais à peu près là où il habite. C'est comme ça que elle prend mes autres tantes là. Pour aller maintenant chercher la maison parce qu'elle a reconnu le visage. Mais ça faisait longtemps. On dit les choses de 10 ans. Donc ça faisait longtemps qu'elle aussi n'avait pas revu ce monsieur en question. Donc elle prend les autres tantes, elles partent là-bas dans la maison du monsieur qui est venu demander mon oncle. Arrivé là-bas.
en grand cadre comme ça là, dans la maison des parents du monsieur en question là, qui est venu là. La photo décédée aussi. On dit que mais, mais ton matin dit que mais non. Le monsieur, on est venu vous voir parce que y a un monsieur qui est venu nous voir. Mais moi, je me rappelle qu'il habitait ici. Je me rappelle que c'est quelqu'un qui habite ici. Donc, je suis venu vous poser des questions. Est-ce que est-ce qu'il est là? Parce que nous, on a voulu le suivre, mais il a refusé. Donc, maintenant, on veut le voir s'il est. Les parents du monsieur aussi là-bas disent que vous racontez quoi? Vous êtes fou, quoi. Ça, c'est notre fils. Il est décédé. La photo est là. Il est décédé comme on vient de le croiser. Il était chez nous tout à l'heure. On a donné l'eau, il a refusé. Il pleurait parce qu'il voulait rencontrer notre frère Félicien. Oh! Les parents du gars aussi racontent que lui aussi, il est décédé depuis 10 ans. Il était dans la maison, il a commencé à transpirer. Il maigrissait, il est mort. On l'a enterré. Mais lui, par contre, c'est pas la première fois que les gens venaient raconter à ses parents qu'on le voyait partout. Contrairement à mon oncle. Et c'est comme ça que maintenant on s'est dit, bon, il n'a pas donné d'adresse. Au moins, s'il avait donné l'adresse, peut-être on devait aussi aller chercher les enfants. Parce que les gens comme ça, là, ils font les enfants. C'est des gens peut-être qui ont été vendus dans la sorcellerie. Ils font des enfants, ils ont des familles. Et parfois, certains ramènent les enfants à la maison. S'il avait au moins donné l'adresse indiquée un peu au Cameroun, là-bas, là où ils habitent et tout. Maintenant, on disait que on devait aller les chercher pour amener. Mais on s'est aussi dit que, peut-être les femmes avec qui ils ont aussi eu les enfants, là, peut-être aussi c'est les révélantes. Les enfants aussi sont les révélants, on ne sait pas. Mais l'histoire était tellement émouvante, était tellement, je sais pas comment dire, je sais pas si c'est absurde ou bien tellement choquante que on s'est dit, mais en tout cas, j'avais quand même sa photo, j'ai gardé sa photo pendant un bon moment, et puis surtout la partie où il baissait toujours le visage pour que je ne filme pas son visage, j'ai gardé la photo pendant un bon moment, son visage, le reflet de son visage, les yeux, mais moi, dans mon esprit, dans mon fort intérieur, j'avais vraiment, et puis ma tante qui l'a suivi aussi là, elle aussi, elle est très forte spirituellement. Elle aussi, elle disait non, celui-là, c'est pas quelqu'un de chez de notre monde, c'est quelqu'un qui vient d'ailleurs. Mais son esprit ne repose pas, son esprit n'est pas parti. Donc les deux sont là hier. Et lui, par contrairement à notre oncle, personne n'était jamais venu nous dire que on avait vu notre oncle quelque part. Mais lui, contrairement à notre oncle, les gens le voyaient partout. Donc si on le croise dans un pays, qu'on vient dire à sa mère, il déménage, il va ailleurs. On s'est même dit que si on allait même au Cameroun pour aller les chercher, on n'allait peut-être pas les trouver. Donc c'était l'histoire, mais vraiment l'histoire vécue dans ma famille. C'est pas des histoires racontées ou bien machin. Vécu, moi-même j'étais bien là, en plein midi. C'était pas la nuit. Parce qu'on s'est dit aussi qu'il y a les gens qui, quand ils sont dans les deux mondes, ils peuvent faire des choses la journée. Donc, voilà, je voulais quand même partager ça avec vous. À part ça, à part les deux histoires, l'histoire de mon père ou de cette histoire-là, j'ai pas d'autres histoires semblables. Et la morale dans tout ça, c'est dire que bon, voilà quoi, les gens qui sont pas morts de manière naturelle, parce que sa mort était tellement mystique, quelqu'un ne peut pas dire que quelqu'un t'a fouetté, qui t'a fouetté. Ça veut dire que quand tu es parti dans le cimetière la nuit faire tes incantations, tu as rencontré des esprits. Donc quelqu'un t'a fouetté avec une chicotte jusqu'à ce que tu meurs. Ça veut dire que le monde spirituel existe. Le monde mystique, il faut pas qu'on néglige ça. Il faut pas qu'on néglige ça. C'est-à-dire que la même manière que on est du côté de Dieu là, il y a aussi le côté de Satan. Il y a aussi le côté mystique. Il faut surtout pas négliger. Il faut toujours se blinder. Il faut toujours prier. Il faut toujours sécuriser sa vie, mais vraiment avoir un bon cœur aussi, parce que c'est aussi ça qui joue. Quand tu as un bon cœur, le mal ne peut pas t'atteindre. Quand tu pries et que tu confesses, le mal ne peut pas t'atteindre. Voilà, c'était tout, hein. Et il faut me faire descendre. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Voilà. Bonne soirée, merci beaucoup, Yella. Au revoir. Spécial revenant aujourd'hui. J'ai une petite histoire à raconter, une très petite histoire à raconter. Les commentaires. J'ai une petite histoire à raconter, mais enfin que je n'ai pas vécu personnellement, mais que des gens que je connais ont vécu en fait. Vous voyez, souvent dans les boîtes de nuit, il y a des filles qui viennent en boîte dans le but de rentrer avec des hommes à la fin de la soirée. Et il y a des gens qui
Et donc, ces filles-là, c'est ce genre de vie-là qu'elles faisaient. Donc, un soir, elles se sont retrouvées en boîte et des hommes les ont proposé, elles étaient deux. Et un homme les a proposé de rentrer avec elles, passer pour la soirée, d'aller ailleurs, en fait, de changer d'endroit. Elles n'ont pas hésité et elles ont dit oui. Alors, ils sont partis. Donc, bon, moi, l'histoire s'est passée en fait à Pointe-Noire. Je ne sais pas si dans le live, il y a des gens qui connaissent Pointe-Noire, la ville. Donc, le monsieur a emmené les filles à Ngoyo. Ngoyo, c'est un quartier en fait qui est quand même un peu éloigné de son ville. De son ville, ils sont allés à Ngoyo et tout. Ils sont arrivés à Ngoyo et à un endroit, le monsieur a garé la voiture. Il a demandé aux filles de descendre. Enfin, il est descendu avec les filles. Il était genre, ouais, je veux me soulager et tout. Et après, il demande aux filles de descendre. Il y a comme l'écho. Est-ce que tu utilises les écouteurs? Non, j'ai pas d'écouteurs. Voilà, J'essaie de rapprocher un peu ma bouche du téléphone, mais sinon, j'ai pas d'écouteurs. Donc, ils sont descendus de la voiture, tous les trois. Et après, le monsieur a poussé les filles, en fait, elles se sont retrouvées dans un trou. Donc apparemment, on dit que à Ngoyo, ici, là, il y a un trou, genre un trou mystique et tout. Elles n'ont pas compris comment elles se sont toutes les deux retrouvées dans un trou. Et apparemment, le monsieur avait oublié quelque chose au centre-ville. Donc, il repart, il laisse les filles dans le trou et il repart. Mais au-dessus du trou, il y avait deux gardiens qui étaient là pour surveiller, en fait, pour surveiller. Donc, le monsieur, il laisse des consignes aux gardiens. Il dit, j'arrive, je fais un tour, j'arrive. Il démarre sa voiture et il s'en va. Donc, les filles, pendant qu'elles étaient dans le trou, elles entendaient les gardiens parler entre eux. Donc, il y a un gardien qui parlait en Vili, il y a un gardien qui était Vili et un autre qui était du Congo, Kinshasa. Donc, il y a un qui s'exprimait en Vili et les deux filles, elles étaient Vili en fait. Donc, le monsieur disait, mais vraiment, les petites d'aujourd'hui, je sais pas ce qu'elles cherchent, je sais pas vraiment, elles viennent perdre leur vie comme ça, vraiment, les enfants d'aujourd'hui, franchement, en fait, il parlait, il disait des trucs dans ce sens-là. Et les filles, quand elles ont entendu que le monsieur parlait en Vili, elles ont répondu en Vili, s'il te plaît, papa, aide-nous, sors-nous d'ici et tout. Le monsieur a dit, non, vous allez rester là. Vous savez ce que vous êtes venus faire ici? Quand on emmène les gens ici, là, c'est pour vous enlever, en fait, c'est des messieurs qui font apparemment des sacrifices. C'est pour vous enlever des trucs du corps, soit le clitoris, soit... Ils vous enlèvent des trucs dans le corps pour faire des sacrifices et voilà, pour faire des rituels. Donc, et elles ont commencé à avoir... Enfin, elles avaient peur, elles ont supplié le monsieur. Le monsieur voulait rien savoir. Et donc, l'un des gardiens qui était là, celui qui est du Congo Kinshasa, qui dit à son pote, j'ai envie de fumer, donne-moi des pièces, je vais acheter la cigarette. Donc, le monsieur Vili lui donne une pièce, il se déplace pour aller acheter la cigarette. Et quand il se déplace, le monsieur dit aux filles, bon, là, on est seuls. Je vais vous tendre un bâton. Vous allez sortir de là. Quand vous sortez de là, courez. Peu importe la voiture que vous allez voir sur votre chemin, ne vous arrêtez pas. Même si c'est un taxi, ces gens-là, ils sont nombreux. Il n'est pas seul le monsieur qui vous emmène, ils sont nombreux. Donc, je ne sais pas où vous vivez, mais peu importe l'endroit où vous vivez, allez à pied, courez. Et les filles, elles sont retrouvées en fait nues, elles n'avaient plus de vêtements et tout. Le monsieur les a dit courez, mais n'acceptez que personne vous prenne en chemin. Donc le monsieur les a aidés à sortir du trou avec un bois en fait. Et il les a dit ne vous arrêtez pas en chemin, si quelqu'un vous arrête, peu importe la personne qui vous arrête et tout. Et les filles vivaient loin de là où elles étaient en fait, mais elles n'avaient pas de choix. Elles ont couru sur le chemin, elles ont pris des raccourcis et tout, elles ont évité la grande voie. Et elles sont arrivées chez elles, mais avec des blessures, je sais pas, en fait, avec des blessures sur le corps, elles étaient toutes nues.
Jusqu'aujourd'hui, hein, on ne sait pas, elles ne peuvent pas nous dire où se trouve le trou là, ce fameux trou à Ngoyo. Mais on sait juste qu'elles se sont retrouvées, je sais pas si c'est le trou, à cause du trou, qu'elles avaient des blessures partout sur le corps. En tout cas, c'est une histoire vraie qui s'est déroulée ici. Et la morale de l'histoire, c'est que Dieu merci pour elles. Aujourd'hui, c'est des filles qui ne font plus la vie, genre qui ne vont plus en boîte pour attendre les hommes, en fait. En tout cas, ça, je pense qu'elles ne le feront plus jamais parce que elles-mêmes, elles savent ce qu'elles ont vécu, en fait. Donc voilà, c'était un peu ça mon histoire. D'accord, Donc, merci beaucoup pour l'histoire. Que au DMG sur le cœur du bandit qui bat. Comme toi, tu n'es pas bandit, ton cœur ne bat pas, non? Merci beaucoup. Si ton cœur ne battait pas, c'est que tu allais être mort ou morte. Je sais pas, c'est une femme qui écoute, non? Mort ou morte. Ce que tu vis, c'est que toi-même, tu es alors bandit. Comme c'est le cœur du bandit qui bat. Ah, ok. Bonsoir DMG et bonsoir à toute la communauté de DMG. C'est la première fois que je monte dans le live, hein, donc en fait, moi, je vais raconter une petite histoire que quand j'étais petite, mon papa m'avait racontée. On avait, je sais pas si je peux dire, en fait, l'oncle, donc je peux dire que c'est un grand-père parce que c'était le cousin de mon grand-père qui, il faisait il était dans la sorcellerie et tout ça. Et il faisait beaucoup de mauvaises choses. Et quand il faisait des choses comme ça, il partait se cacher dans le ventre de sa femme. Jusqu'au jour où, en fait, son frère, donc son frère direct, a eu une promotion. Et un jour, donc mon père était parti au village, au Cameroun. Il était parti au village et tout ça. Et ils ont pris une pirogue. Parce c'est des gens du côté, on va dire, les côtiers, en fait. Donc pendant leur excursion, parce qu'ils quittaient d'un point pour aller à un autre point, ils sont dans la pirogue et tout, et ils voient un gros hippopotame. Donc mon père l'a vécu, donc c'est vraiment... Lui aussi, il croyait pas aux histoires de sorcellerie et tout ça. Mais depuis qu'il a vécu ça, enfin quand il avait vécu ça parce que mon père est décédé, il a vécu ça en live en fait. Donc du coup, ils ont pris la pirogue, et pendant leur traversée, en fait c'est une histoire de terrain, qui se disputait avec son frère. Et pendant leur traversée, donc le monsieur s'est transformé en hippopotame. Il est venu dans la pirogue, enfin il est sorti de l'eau et tout, et il a pris avec ses deux dents, il a pris son frère par la tête. Il a sorti de la pirogue, il est rentré dans l'eau avec lui, et il est ressorti pour aller le laisser un peu plus loin sur la berge. Tout le monde à la pirogue était paniqué, mon père aussi. Pour vous dire que père son âme, mais mon père il s'est fait limite caca dessus parce que il comprenait pas ce qu'il arrivait, le pauvre. Donc quand on arrive au village et tout, donc les cris des villageois, les pleurs et tout ça, on se dit qu'est-ce qui s'est passé et tout ça. Et il vient, donc il est parti, donc comme d'habitude, il part toujours se cacher dans le ventre de sa femme. Donc on a vu que sa femme de nouveau, elle avait un gros ventre. Les villageois ont commencé à lui dire tu vas sortir de là et tout ça. On a commencé à taper sa femme jusqu'à ce que le soir, donc dans la nuit, presque la nuit tombée, il est sorti. On lui a demandé pourquoi tu as fait ça. Il a dit oui, c'est moi le grand frère. Il fallait pas qu'il me tente. Donc il a mis les pieds où il fallait pas. Les villageois, mais pourquoi? C'était ton petit frère et tout. On l'a tapé ce jour, tellement on l'a tapé qu'il a agonisé. Donc on l'a aussi tué le même jour en fait. Donc il n'a pas passé la nuit. On l'a tapé. Il est mort le même jour sous un arbre. On a enterré son frère. Mais à chaque fois, son frère, vu que mon papa était dans la pirogue avec eux, son frère venait souvent dans la nuit pour voir mon père en pleurant, en disant qu'il comprend pas pourquoi son frère lui a fait ça et tout ça. Et ma maman, elle est beaucoup croyante, donc elle priait énormément. Elle a dit à mon père, n'accepte pas qu'il vienne te parler n'accepte pas qu'il vienne te parler dans les rêves et tout ça. Il faut beaucoup prier et tout. Et quand mon père a commencé à beaucoup prier, il est plus venu en fait, parce que c'était comme si lui-même il était pas simple. C'est ce qu'on disait, hein, que lui-même il était pas simple, mais son grand frère était plus fort que lui. Donc c'était un peu, je voulais raconter cette histoire pour dire que même dans nos familles, la morale de l'histoire c'était pour dire même dans nos familles il faut faire attention parce que
juste par jalousie, il y a des gens qui sont prêts à tromper, vraiment tromper dans des choses, juste par jalousie en fait. Et je trouve ça super déroutant parce que moi, à la base, je croyais pas aux histoires de sorcellerie. Je vous assure, jusqu'à ce que je parte enterrer mon père au Cameroun. Et là, j'ai vu ces trucs qui se sont passés. J'étais choquée. Je me suis dit, en fait, oui, la sorcellerie, ça existe. Mais bon, ça, c'est, je remonterai un peu plus, une autre fois pour venir raconter cette histoire, mais c'est juste la première histoire, en fait. Merci, merci beaucoup. C'est Bichette 272. Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, Alors, bonsoir, vous m'entendez? oui, oui. Alors, attendez, juste une seconde. Voilà. Vous avez les écouteurs? Non, pas du tout. J'ai mis l'eau, enfin, normal. Live normal. Non, j'ai pas d'écouteur. C'est bon, je peux parler? Tout grave. Oui, je pense qu'on vous écoute là. D'accord. Alors, moi, l'histoire que je voulais vous raconter, c'est une histoire qui m'est arrivée à moi, personnellement. Personnellement, j'ai jamais cru à des histoires de sorcellerie. Bon, je sais même pas si c'est de la sorcellerie, mais je voulais le partager. À l'époque, je devais avoir entre 16 et 18 ans. Un jour, je me suis posée devant la porte de chez moi. J'ai ma voisine qui est sortie, qui me fait tu veux qu'on aille à la plage? Je lui fais OK, pas de souci. Et elle était avec son petit ami. Et moi, mes parents, faut savoir que mes parents, ils m'ont toujours interdit d'aller à la plage parce que je savais pas nager. Mes frères et moi, on ne savait pas nager. Mais je me suis dit que j'allais aller parce qu'il faisait chaud et que j'allais. Personne ne leur dirait, au fait, ils seront jamais au courant, donc je vais tricher pour y aller. De toute façon, je vais rester là où j'aurai pied. Alors, lorsqu'on est arrivé à la plage, on est arrivé. C'était une plage plus ou moins. Vous savez, le pays d'où je viens, c'est une presqu'île. Alors, il y a beaucoup de plages de partout, mais c'est pas toutes les plages où on peut se laver. Il y en a beaucoup qui sont interdites. Donc, le copain de ma petite amie, puisqu'il voulait faire des câlins à sa chérie, il a cherché une plage, on va dire interdite. Et ce genre de plage, souvent, c'est jonché de rochers, d'arbustes. Du coup, on a descendu, enfin, je sais même pas. On a descendu, ça se dit ça? On est descendu. Bon, bref, on est descendu d'une colline. Et en descendant, on s'est approché de la mer, on a mis nos serviettes et tout, pour les laisser en amoureux. Moi, je me suis éloigné d'eux. Du coup, je me suis mis à côté. Et en mettant ma serviette à peu près 30 mètres d'eux, j'ai vu un homme dans la mer qui se baignait. Je me suis dit, ah tiens, on n'est pas seul. Du coup, on était 4 sur la plage. Un qui se baignait, moi, ma copine et son copain de l'autre côté. Du coup, je suis rentré dans l'eau, j'ai commencé à me baigner tranquille, je suis resté là où j'avais pied. Et tout d'un coup, la mer s'est agitée. Et j'ai reçu 3 grosses vagues dessus. Faut savoir que je savais pas nager. Du coup, à un moment donné, j'ai perdu pied. J'ai perdu pied une première fois. Je me suis débattu pour ressortir de l'eau. Une deuxième vague m'est retombée dessus. J'avais même pas eu le temps de respirer ou de prendre de l'air. Une deuxième vague m'est retombée dessus. Et au moment où ça m'est retombé dessus, j'ai senti au niveau de mon coccyx, au bas-ventre, une forte douleur. Enfin, il s'est passé un truc, quoi. Ça m'a déplacé un truc. Je me suis dit, putain, ça fait très mal. Je me suis dit, il faut que je reprenne de l'air parce que si jamais j'ai encore une autre vague sur moi, je risque de me noyer. À peine j'ai sorti de l'eau, la tête de l'eau, j'ai même pas pris de l'air, une troisième vague m'est retombée dessus. Et quand la troisième vague m'est retombée dessus, enfin, j'ai senti quelqu'un qui m'a soulevé. On m'a soulevé, j'ai pris de l'air, et la personne qui m'a soulevé m'a poussé vers le rivage avec une force fraîche, vraiment, il était, comment dirais-je, avec une grande force. Alors du coup, je suis sorti de l'eau en catastrophe. Le bas du maillot, au milieu de la cuisse, le haut du maillot, au niveau du cou. J'ai échappé à la mort, mais croyez-moi, la nudité était le cadet de mes soucis. Donc du coup, je suis ressorti en suffoquant, j'ai porté ma culotte et tout, je me suis retourné pour remercier le monsieur que j'avais vu dans l'eau. Il faut savoir que quand je suis arrivé, le monsieur, j'ai pas vu son visage. Lui, il se baignait, mais il faisait face au large. J'ai pas vu son visage, mais j'ai vu sa tête flotter. Donc du coup, je me retourne pour le remercier, je le vois pas. Je me dis, il est où lui? Est-ce qu'il s'est pas noyé? Je me retourne, je regarde autour de la plage, je vois personne. Du coup, j'ai couru vers mes amis. Eux aussi, ils souffraient, les pauvres. Ils étaient à peine en train de sortir de l'eau. Et ma copine aussi a failli se noyer. C'est son petit ami qui l'a aidé. Et je leur ai dit,
j'ai failli me noyer. Je lui ai expliqué ce qui s'est passé. Il me dit, nous aussi, on a souffert. Je lui ai dit, mais le monsieur qui m'a aidé, et je crois je vois pas, je crois qu'il est en difficulté s'il n'est pas mort, s'il s'est pas noyé, quoi. Ils me disent, quel monsieur? Je lui dis, le monsieur qui était dans l'eau tout à l'heure. Et c'est là que mes amis me disent, mais il n'y avait pas de monsieur, il n'y avait personne sur la plage. Je lui dis, si, quand on est descendu la colline, j'ai vu quelqu'un dans l'eau. Mes amis m'ont dit, non, Bichette, il n'y avait personne dans l'eau. Donc, ils ont failli me rendre folle. J'ai dit, mais il y avait quelqu'un dans l'eau, mais comme ils étaient deux contre moi, ils me disent, nous, on n'a vu personne. On n'a vu personne. J'ai fait exprès de choisir cette plage parce que, voilà, pour qu'on soit tranquille. Quand on descendait la colline, il n'y avait personne. Nous, on n'a vu personne. Et c'est là que le petit ami de ma copine m'a dit, peut-être que c'était un objet qui flottait, que tu as mal vu, voilà. J'ai dit, mais il est où donc l'objet qui flottait? Et c'est là qu'ils m'ont dit que la mer l'a englouti et patati et patata. Mais DMG, cette histoire a failli me rendre folle. J'ai dit, mais je vais pas arriver, quelqu'un m'a soulevé. Du coup, je leur ai dit, moi, de toute façon, on s'arrête là-haut. Je vais rentrer chez moi. C'est là que tout le monde s'est habillé. Et en partant, en escaladant la colline, je me suis retournée pour revoir s'il y avait quelqu'un. Parce que j'ai vu quelqu'un. Mais DMG, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai plus jamais revu la personne. Et mes amis étaient convaincus qu'il n'y avait personne. Moi, la personne qui m'a sauvé, je veux savoir c'est qui. En fait, c'est pas une histoire très mystique, c'est une expérience qui m'est arrivée. Et voilà, jusqu'à présent, la douleur que j'avais au dos, je l'ai trimballée pendant des mois, pendant des années. La dernière fois que je l'ai ressentie, c'était à mon accouchement. Et quand j'ai ressenti cette douleur, j'ai pensé à cette personne qui m'avait aidé. Si elle s'était noyée, si c'était bon, il y a des copines qui se foutent de moi, qui me disent c'est Mami Wata des mères qui t'a aidé. Il y a d'autres personnes qui me disent c'est une intervention divine. Voilà. C'était ça mon histoire. C'est pas trop mystique, mais voilà, c'est mon histoire à moi. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup pour l'histoire, Bichette. Merci. C'est pas trop mystique. Tu voulais te noyer avant de voir que c'est mystique. Quoi? J'ai pas compris. Tu dis quoi là? Tu voulais d'abord te noyer bien avant de savoir que c'est mystique ou pas. Mais tu voulais qu'on t'amène dans l'autre monde d'abord avant de revenir et dire que c'est mystique. Oui, c'est ça. C'est ça que je voulais. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Et je reviendrai pour une autre petite histoire, mais plus tard. Allez, merci. D'accord, merci beaucoup. Bonne soirée, au revoir. Quelqu'un a écouté l'histoire de la dame du Gabon qui était avec le blanc revenant là, avec qui elle a eu 3 enfants. Sur YouTube et sur Facebook, j'ai posté partout. Est-ce que vous savez qu'elle a fait un voice en disant que mon histoire n'est pas tellement mystique, mais je vais quand même raconter. J'ai dit ok, raconte. Pour raconter l'histoire là, elle dit que pour elle, elle a vécu avec un revenant pendant plus de 21 ans ou bien 24 ans, je ne me rappelle plus. Après, elle dit que son histoire n'est pas tellement mystique. Tu voulais seulement qu'il te découpe les pieds. Tu voulais seulement qu'il vienne avec la tête de Satan une fois pour savoir que c'est mystique. Hein? Non, c'est seulement un peu mystique. Ah, oui. En fait, j'ai seulement compris que ce que moi je considère mystique, c'est pas ce que d'autres considèrent mystique. D'autres mangent avec les démons sans... Et ils sont au calme. Bon, c'est au calme. On a vu ça à la télé. On a vu comment l'autre marchait avec Avatar, l'autre marchait avec Hellboy. C'est normal. Donc pour eux, c'est la routine. Ils ont vu un démon qu'on a vu à la télé depuis. Bon, voilà, on est ensemble. C'est les frères du quartier. On se check même. Démon, c'est relatif. C'est un peu comme la beauté. La sorcellerie, c'est relatif. Bonsoir, Patricia. Oui, bonsoir, DMG. En tout cas, désolé, c'est pas un peu exprès. Bonsoir. Ok. Bonsoir, la team, désolé, vraiment. Bonsoir. Bonsoir, DMG. Comment allez-vous? Ça va, merci, et vous? Bonsoir, la famille. Très bien, merci. Alors, moi, je viens du Congo. Je vais raconter ma propre petite histoire que j'ai vécue il y a de cela 2 ans. Alors, l'histoire que je vais vous raconter, elle vient du Congo-Brazzaville, précisément à Pointe-Noire. Vous m'entendez? Oui, très bien. Il faut raconter sans vous arrêter, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Clo-Clo. D'accord, ok. Donc, moi, j'étais à la maison. Un jour, un après-midi, il y a une amie qui m'a appelée. Et ma copine, là, je précise qu'elle, elle habite à Brazzaville. Brazzaville, c'est la capitale du Congo, Brazzaville, du Congo.
Elle est arrivée, elle m'a appelé, elle m'a dit que je suis dans ta ville. Je suis dans ta ville, j'aimerais te voir et tout. On se croise au centre-ville, elle m'a donné l'endroit. Je suis arrivée et on a papoté. Et du coup, j'ai eu un appel. Je suis sortie, vu que là où on était dans le restaurant, il y avait beaucoup de bruit. Je suis sortie pour reprendre l'appel à l'extérieur, au goudron. Et quand je suis sortie, j'ai fini de parler. Je suis retournée dans le restaurant et j'ai vu 2 jeunes hommes qui m'ont suivi jusque dans le restaurant en me disant qu'il y a quelqu'un qui était à l'extérieur qui voulait me parler. Les 2 jeunes hommes m'ont vraiment supplié. J'étais obligée de sortir avec eux pour voir la personne qui voulait me voir. Et je suis sortie, j'ai vu le monsieur, c'était un monsieur qui voulait me voir. On a fait connaissance, il s'est présenté et il m'a dit qu'il voulait qu'on parle à tête reposée et tout. J'ai fait d'accord, pas de problème. Après, je lui ai dit que c'était pas possible parce que j'étais avec une amie. Il m'a dit, il n'y a pas de problème. Si tu veux, même en soirée, même pour 1 heure ou 2 heures, s'il te plaît. Il m'a vraiment supplié. J'ai fait d'accord, pas de problème. Il m'a donné l'adresse où il était logé. Pour ceux qui habitent Pointe-Noire, connaissent l'hôtel le Hilton. Il m'a invité à l'hôtel le Hilton à 18 heures. Et je précise que en cette période-là, on sortait du confinement. Donc, à partir de 23 heures pile, il y avait couvre-feu. Donc, je suis arrivée à l'hôtel le Hilton à 20 heures. On est resté au bord de la piscine, en train de parler avec le monsieur, en train de discuter. Et il y a son chauffeur qui est arrivé. Il a fait comprendre à son chauffeur qu'il devait venir me prendre à 22 heures pile, vu que le couvre-feu c'est à 23 heures. Et le chauffeur a dit, ok, d'accord, devant moi. Il m'a fait comprendre que le chauffeur viendra me prendre à 22 heures. On est resté, on a parlé avec le monsieur et j'ai vu ma montre, j'ai vu qu'il était 22h20. Je lui ai demandé, mais il est 22h20, dans 40 minutes, il y aura couvre-feu. Ton chauffeur, il est où? Il me dit, ok, je l'appelle. Je suis restée, j'ai patienté, mais finalement, son fameux chauffeur ne venait pas. Et on s'est retrouvés jusqu'à 23h, l'heure du couvre-feu. J'espère que les noms d'emprunt, hein. DMG? Les noms que tu utilises, c'est des vrais noms? Non, je n'ai pas utilisé de nom. Ok. Oui. Et son fameux chauffeur, jusqu'à 23h, son fameux chauffeur n'est pas venu. Jusqu'à 23h, son fameux chauffeur n'est pas venu. Et je lui ai dit, mais finalement, ton fameux chauffeur n'est pas venu. Là, il est 23h, c'est l'heure du couvre-feu. Moi, je rentre comment? Après, il m'avoue, il me dit que, ouais, moi, je voulais passer la nuit avec toi. Donc, j'ai juste fait semblant de dire à mon chauffeur de venir te chercher. Mais finalement, mon chauffeur, il ne viendra pas. J'ai dit, mais comment ça? Comment est-ce que vous pouvez faire des choses comme ça? Là, il est 23h, il n'y a plus de taxi. Et moi, je rentre chez moi, comment? Il me dit, mais tu seras obligé de dormir avec moi. Pourquoi tu ne veux pas dormir avec moi? Je lui ai dit, moi, je ne vous connais pas. Je viens à peine de vous connaître il y a quelques heures. Donc, du coup, je ne peux pas passer la nuit avec vous. Après, il me dit, mais là, il n'y a plus de taxi, il n'y a pas de déplacement. Tu fais comment pour rentrer chez toi à la maison? Donc, tu n'as pas de choix. Tu vas seulement dormir avec moi. Au fond de moi, je me suis dit, Seigneur, pourquoi, qu'est-ce qui m'a emmené ici? Je suis restée, j'ai prié, j'ai fait ma prière, j'ai prié au fond de moi. On est monté dans sa chambre, là où il dormait. Je suis restée, j'ai fait ma prière au fond de moi. J'ai récité les psaumes que je connaissais au fond de moi. Je me suis allongée sur le lit et j'ai dormi. Et au milieu de la nuit, j'ai fait un rêve que le monsieur venait me réveiller dans le rêve. Ça, c'est pas la réalité. Ça, c'est dans le rêve. Le monsieur, il vient me réveiller. Il me dit, bon, je me nomme Marcel, par exemple. Il me dit, Marcel, s'il te plaît, réveille-toi. Pourquoi tu me repousses? J'ai envie de passer du bon temps avec toi. Ça, c'est dans le rêve. Et je lui dis, d'accord, pas de problème. Après, il me dit, ok, merci, je te donne 500 000. Ça, c'est dans le rêve. Je lui dis, ok, d'accord. J'étais allongée sur le lit, dans le rêve. Et quand je me lève, je vois que la partie intime du monsieur était remplie de sang. Ça, c'est dans le rêve. Sa partie intime était remplie de sang et son sexe ne se voyait presque pas parce que sa partie intime était bourrée de sang. Et là, je me réveille dans le rêve.
Je vois le monsieur, il est à côté de moi. Il était en train de dormir. Et là, j'étais en train de trembler. Je priais. Mon cœur battait tellement fort. J'avais tellement hâte que le jour se lève pour que je prenne mon sac et que je sorte de cet hôtel. Je savais que j'avais affaire à une personne qui était mystique. Et là, il se réveille, il me dit, mais quoi, tu dors pas? Je dis, non, je dors pas. Je lui ai menti que je devais aller aux toilettes pour uriner. Il me dit, ah, d'accord, ok. Après, il me dit, finalement, tu ne veux pas passer du bon temps avec moi? Je lui ai dit, non, je ne veux pas. Et là, DMG TV, le matin est arrivé, il était 6h. J'ai pris mon sac, je suis sortie de l'hôtel. Et j'avais même ma perruque qui était, vous savez, quand une femme dort avec la perruque, quand elle se réveille, la perruque est dans tous les sens. J'ai pris mon sac, je suis sortie. Je suis arrivée à la maison et je précise 9 mois plus tard. 9 mois plus tard, je me retrouve à Brazzaville, la capitale du pays. J'étais dans un lounge avec des amis et je vois le monsieur qui salue une de mes copines. Ça, c'est 9 mois plus tard. Je vois le monsieur saluer une de mes copines. Et quand je vois le monsieur, je reconnais le monsieur. C'est là où j'explique à ma copine qui est à côté de moi. Je dis, tiens, je lui ai expliqué l'histoire que le monsieur, je l'ai tout expliqué. Et c'est ma copine qui me dit, ah bon, mais tu avais de la chance. Ce monsieur-là, tout le monde le connaît dans Brazzaville. C'est un monsieur, c'est un grand franc-maçon. Et il y a des rumeurs même qui disent qu'il est atteint, il a la maladie. J'ai fait, ah bon? C'est là ma copine me dit que oui, tout le monde le connaît dans Brazzaville, c'est un grand franc-maçon. Et il y a des rumeurs qui disent qu'il est atteint. Et là, vraiment, je dis Seigneur Jésus, merci. Parce que moi, dans le rêve, je me dis, là où sa partie intime était remplie de sang, imaginez DMG TV, une personne comme ça, si moi je m'accouplais avec lui, je ne sais pas ce que cette personne-là allait laisser sur mon corps. Donc, voilà mon histoire, je voulais partager avec certaines filles. Donc, il faut vraiment faire attention aux personnes qu'on côtoie de nos jours. Le monde est vraiment gâté. Wow. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'histoire. Allez, commentaires. Quand je vois les commentaires, il y a quelqu'un qui dit, oh, DMG, tu as peur, machin. C'est normal d'avoir peur. Que tu sois qui. C'est normal d'avoir peur. La peur, c'est quelque chose de naturel. Maintenant, il y a un problème de ce que tu fais de ta peur. Il y a d'autres qui ont peur et ils abandonnent. D'autres qui ont peur, ils continuent et ils surmontent leur peur. C'est ça la différence. Depuis là, tu as peur. Si j'avais peur, j'avais coupé le live, parti dormir moi. Mais j'ai peur pourtant d'être toujours là. Pourtant, chaque jour, on lance les directs et puis on est dans le mystique tous les jours. Ça, c'est la différence. C'est comme ça que c'est. C'est un peu comme un chauffeur devant une situation, il a un camion qui arrive devant lui, il a peur, il y a deux options, tu as peur, tu paniques, tu entres dans le camion, tu as peur, et puis tu te contrôles, tu esquives le camion. C'est deux types de personnes, mais les deux personnes auront toujours peur. La peur, c'est normal, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est ce que tu fais de ta peur qui fait la différence. Pour le chrétien, il sait qu'il a peur, il connaît le nom qu'il doit crier. Le musulman, ils savent que c'est prier. Comment je fais mes 5 prières, je dis mes sourates, c'était bon. Après, c'est tout. Mais tu ne peux pas dire que tu n'as pas peur. C'est un peu comme quelqu'un qui dit que je n'ai jamais péché. Tu penses que les prières qu'on fait tous les jours, c'est pourquoi? C'est justement pour effacer les péchés qu'on fait au quotidien. Sinon, tout le monde passe par ces émotions-là. La peur, la tristesse, la joie, ce genre de choses-là, c'est normal chez l'homme. Donc, il ne faut pas... tu as peur, comme si vous n'avez pas peur. Si quelqu'un vient mettre un pistolet sur vos têtes là, vous n'aurez pas peur. Vous n'aurez pas peur. Quelqu'un apparaît maintenant, il est là dans ta maison, s'il veut dire non, je suis DMG, j'ai pas peur. Moi, j'ai peur, moi, c'est mon ami, j'ai peur. J'ai peur. Hé, gang, pardon, je m'excuse. Bon, je vous explique une histoire. Je sais pas si j'explique bien. J'ai pas l'habitude, mais je vais essayer. Cette histoire s'est passée en 2010. Et c'était à midi, j'étais devant mon portail avec le gardien et puis un voisin, en train de discuter. Et subitement, on voit une jeune fille courir un peu affolée, quoi. Elle était pieds nus, elle courait. Et du coup, on se demande, mais qu'est-ce qui se passe? On essaie de la suivre, mais vu qu'on est non loin du goudron,
La dame est déjà arrivée au goudron. Et après, on a dit, bon, on ne sait pas ce qui se passe, sûrement qu'elle a dû avoir un problème avec son chéri, ou bien, je ne sais pas. Et quelques minutes après, c'est une BJ de la police qui arrive. Dans ce temps-là, dans le pays où je suis, au Congo-Brazzaville, c'était la BAC qui régnait. La brigade anti-criminelle ou criminalité, je ne sais quoi. Donc la dame, elle arrive du coup, on veut savoir ce qui se passe, puisqu'on l'a vu passer en courant et elle revient avec la police. Donc du coup, on va. Et on arrive là, la dame gare, elle ne retrouve plus la maison dans laquelle elle était. La police dit, mais comment se fait-il que tu ne retrouves plus la maison? Et du coup, on cherche à savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et quand on nous raconte l'histoire, en fait, la demoiselle, elle a pris un taxi. Et arrivée dans le taxi, elle a donné sa destination. Et à un moment, le taximan a reçu un appel soi-disant de son patron qui le demandait de ramener le colis. Donc, elle a demandé un service à la dame. Elle a dit, vu que c'est sur le même chemin que chez toi, donc je vais passer chez mon patron, déposer le colis que j'ai dans le coffre et après on continue chez toi. La dame, elle était gentille, vu qu'elle n'était pas pressée, c'est sûr. Elle a dit, bon, d'accord. Donc, elles arrivent dans la ruelle et il y a un grand portail. Selon elle, c'est un grand portail. Ils sont entrés avec le taximan dans la parcelle. Et elle dit au taximan, pourquoi tu m'as dit non, c'est un grand monsieur, du coup, le taxi ne peut pas garer dehors, excusez-moi, donc il faut entrer. Donc du coup, elles entrent dans la parcelle. Donc, et après, il y avait des gardiens, ils ont fermé le portail. Le chauffeur sort de la voiture, entre dans la maison. Après, elle était paniquée, elle se dit, je rentre dans une parcelle, il y a des gardiens, il y a des gardes-corps. Elle avait peur. Elle sort du taxi et elle reste debout devant le taxi. Et à un moment, elle se dit, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Elle a commencé à demander à ce qu'on puisse l'ouvrir et qu'elle attende le chauffeur dehors. Le gardien refuse. Non, madame, vous sortez pas. Mais dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et à un moment, elle voit des gens sortir de la maison. Elle a dit, ça y est, je suis morte. Elle a commencé à courir. Selon elle, la maison, c'était une très grande maison. Donc, ça veut dire, selon elle, c'était une très grande parcelle. Une maison. Donc, du coup, il y avait, comment dire, je sais pas expliquer moi aussi. Il y avait une grande cour derrière. Donc, elle a commencé à courir. Et selon elle, quand elle est arrivée derrière la maison, elle a vu un gros trou. Et dans ce trou-là, il y avait des gens qui hurlaient. Et elle dit, elle ne sait pas comment ce qu'elle a fait pour sortir de cette parcelle-là. Parce qu'elle a fait le mur. Elle dit, ce mur-là, moi, je ne peux pas le sauter. Et quand elle est sortie de cette parcelle, c'est à ce moment-là que nous l'avons vue courir, affolée au goudron. Voilà, appeler la police. Et je vous dis que nous, devant, avec elle et les policiers, on n'a pas pu retrouver la parcelle. Le portail avait disparu, la parcelle avait disparu. Donc, le moral de l'histoire, en fait, quand vous prenez un taxi, n'acceptez pas que le taximan puisse changer de destination, du genre que j'ai un colis à déposer, tout ça. Partez droit chez vous et après, il pourra venir déposer son colis à l'heure où il voudra. En fait, c'était ça mon histoire. Merci Jusqu'à beaucoup pour présent, la l'histoire, maison n'avait jamais été retrouvée, donc la maison avait disparu. Mais la dame était très, très affolée, très affolée en tout cas. Elle avait laissé son téléphone. Et toi, maintenant, tu partais avec elle pour trouver le portail. Si tu partais tomber sur un mauvais truc, tu aurais dit quoi? Non, mais il y avait la police avec nous. C'est la police qui peut barrer Satan. Hein. Aïe, je n'allais même pas rentrer dans la parcelle, j'allais rester dehors. Aïe, peureuse que je suis là. Dieu, pardon. Moi, je suis une grande peureuse. Merci beaucoup, du courage. Merci beaucoup. Allô, Bonsoir. Bonsoir. Alors, j'aimerais partager une histoire avec vous. Alors, c'est l'histoire de ma maman, mais ma maman spirituelle. Alors,
Dans sa jeunesse, c'était une personne bonne vivante, là. Les gens qui aiment le groove et tout. Voilà, donc c'était à base de chaque week-end. C'est-à-dire que dès qu'on arrive à vendredi, on a le programme du week-end. Au calme. On sait qu'on va se retrouver dans tel coin, dans telle boîte de nuit et tout, et tout, et tout, et tout. Et donc, c'était j'ai envie de dire que c'était connu de tous déjà que c'était quelqu'un qui aimait bien sortir, bien s'amuser, ainsi de suite, à telle enseigne que, bon, la grand-mère se plaignait assez, de manière régulière que tu sors trop et tu rentres tard, tu sors trop, tu rentres tard, mais bon, vous savez, quand c'est la jeunesse, on n'écoute pas trop les parents. Quand tu es lancé dans ton mood et tout, personne ne peut te faire entendre raison. Mais il s'avère que un jour, elle est sortie, elle est allée en boîte de nuit et elle est rentrée très tard. Et je tiens à préciser que à cette époque, elle ne priait pas encore. Elle ne priait pas encore. Elle est sortie, elle est allée en boîte de nuit, donc elle a grové toute la nuit et tout. Et elle est rentrée au petit matin, il était 3h, 4h par là. Mais à chaque fois qu'elle rentrait, elle s'arrangeait pour que quelqu'un qui était en boîte de nuit avec elle puisse l'accompagner jusqu'à la maison. Mais bizarrement, ce jour-là, elle n'a eu personne pour l'accompagner. Parce qu'elle avait son pote qui était taximan. Donc, quand elle terminait, si elle ne trouvait personne en boîte de nuit pour l'accompagner, elle appelait son pote taximan pour pouvoir la déposer parce qu'on ne restait pas très loin de la route aussi. Mais bizarrement, ce jour-là, non seulement elle n'a trouvé personne en boîte de nuit pour la raccompagner, mais son pote aussi taximan était indisponible. Donc, tout bonnement, elle a pris un taxi quelconque qui lui a déposé à la route et puis elle a commencé à marcher. Elle a commencé à marcher. Et au moment où elle arrive, parce qu'on reste dans une ville côtière, donc il n'y a pas trop la forêt, c'est beaucoup plus des plaines avec du sable. Donc, quand elle arrive devant la devanture d'une maison, elle croise une troupe de chiens, mais il y avait au moins 6 chiens. Et elle se dit, c'est pas grave, ils sont pas méchants et tout, parce que les chiens comment on dit, ils n'ont pas l'air menaçants. Ils sont juste là, attroupés et accroupis. Donc, elle se dit simplement que bon, je vais passer et puis bon, voilà, ça va aller et tout machin. Donc, elle continue son chemin. Mais quand elle continue de marcher, elle se rend compte que les chiens sont en train de la suivre. Bon, elle se dit, bon, je vais juste simplement continuer à marcher, mais il ne faut pas que je cours. Si je cours, ils vont certainement me poursuivre. Donc, elle continue à marcher sans courir. Et elle marche. Et les chiens aussi continuent de la suivre. Elle sent que bon, là, et après les chiens commencent à rugir. Donc, ils commencent à rugir. Elle dit, bon, là, il y a un truc qui se passe. Je sens que il faut que j'enlève mon corps là. Donc, elle se met à courir. Mais quand elle se met à courir, les chiens aussi se mettent à courir. Donc, quand les chiens commencent à la courser, elle court. Et comme c'est le sable, à un moment donné, elle tombe. Et quand elle tombe, les chiens, je vous assure que quand elle était arrivée à la maison, il n'y avait pas, même ses dessous étaient déchirés. Donc, les chiens ont commencé à tirer ses habits, tirer. Mais bizarrement, dans tout ce scénario-là, elle ne s'est pas blessée. Et à un moment donné, elle a senti tellement les chiens se sont jetés sur elle. Elle a eu un seul réflexe. Elle a juste crié. Elle s'est rappelée. Elle ne priait pas encore, mais elle s'est juste rappelée qu'un jour, elle était partie à l'église et puis on avait dit que Jésus, quand il est monté sur la croix, il a crié Eli, Eli, lama sabachthani. Donc, elle a répété ça sans trop savoir ce que ça voulait dire. Elle a simplement répété Eli, Eli, lama sabachthani. Et tous les chiens se sont arrêtés au même moment. Les chiens se sont arrêtés. Ils ont pris la queue, ils ont mis ça entre leurs jambes et ils ont reculé. Pas qu'ils ont marché genre dans le bon sens, non. Ils ont marché à reculons. Tous les chiens qui se sont jetés sur elle, ils ont marché à reculons, jusqu'à ils ont disparu dans le noir. Elle ne les voyait plus. Elle s'est relevée. Elle a tapé une course qui ne dit pas son nom pour se retrouver à la maison.
Elle ne sait même pas qui l'a ouvert la porte, mais elle sait juste que elle s'est retrouvée à la maison. Et tout le monde paniquait. Mais attends, c'est quoi le projet? Tu viens fracasser la porte. Donc, elle a réveillé tout le monde qui était dans la maison, en fait. Tellement elle est venue, j'ai envie de dire, en fanfare, mais non, je veux mourir, je veux mourir, je veux mourir, je veux mourir. Donc, toute la maison s'est réveillée. Tu vas mourir. C'est quoi le projet? Et elle nous raconte l'histoire. Elle dit que je ne sais pas comment j'ai fait, mais on a juste constaté que tout son vêtement, je vous assure que même le souk qu'elle avait était déchiré. Tous les vêtements qu'elle avait sur le corps étaient déchirés. Mais bizarrement, elle n'était pas blessée. Elle n'avait aucune genre, même égratignure pour dire que non, pour voir genre qu'il y a une griffe, rien. C'est juste ses habits qui étaient déchirés. Et pour couronner le tout, la grand-mère lui dit que bon, comme moi je te parle, tu ne comprends pas. Là au moins, je crois que cette fois-ci, tu as compris. Mais bon, elle n'avait pas compris hein, parce qu'elle a continué de sortir. Mais aujourd'hui, la bonne chose dans ça, c'est que aujourd'hui, elle est devenue une grande chrétienne, mais tu n'as pas idée quoi. Une grande chrétienne de chez une grande chrétienne. Comme pour dire que quels que soient les chemins que l'on peut emprunter, quels que soient les milieux dans lesquels on peut se retrouver, lorsque Dieu t'a choisi, il va te protéger. Quel que soit le chemin que tu empruntes, même si tu pars d'abord en Égypte, là, si sa main est sur toi, il va forcément te protéger. Bon, ça ne veut pas dire de faire la même chose. Hein. Non. Donc, c'était juste la petite histoire que je voulais partager avec vous. Merci beaucoup pour l'histoire, la joie. Voilà, les amis, c'est la fin de ce direct. On va se prendre demain sur YouTube à 12h00 pour 5 histoires mystiques. Les rediffusions, c'est sur YouTube, DMG TV.